Dégagez! Une incapable comme vous n'a rien à faire ici. Vous êtes viré. En humiliant publiquement cette serveuse, l'ambitieux Julien Moreau pensait asseoir son pouvoir. Il ignorait une chose. La femme qu'il venait de chasser était Anya, la brillante avocate, fille unique du milliardaire Richard Dubois, et surtout la fiancée qu'il convoitait pour bâtir son empire. Son plan était parfait jusqu'à ce que le père d'Anya entre dans la pièce et que son monde s'effondre. Installez-vous confortablement ce soir pour découvrir la suite de cette histoire incroyable. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Dites nous en commentaire. À sa place, quelle aurait été votre vengeance? Les lumières de la tour Eiffel scintillaient à l'horizon, projetant des reflets argentés à travers les immenses baies vitrées du bureau de Groupe Beaumont, perché au sommet d'un immeuble haussmannien dans le 8e arrondissement de Paris. L'air embaumait le cuir des fauteuils et l'arôme corsé d'un espresso fraîchement servi. Sur le bureau en acajou trônait un plateau de macarons, ladurés, leur couleur pastel, contrastant avec la gravité de la pièce. Cédric Vasseur, vêtu d'un costume taillé sur mesure, s'assit face à Yves Beaumont, le magnate à la tête d'un empire hôtelier et gastronomique qui faisait trembler les élites parisiennes. Le tintement des tasses en porcelaine ponctuait un silence chargé, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Cédric, le regard fixé sur Yves, entama son discours avec une assurance étudiée. « Monsieur Beaumont, imaginez une alliance qui transcenderait les simples affaires. Une union familiale entre votre fille Assa et moi consoliderait nos empires. Ensemble, nous pourrions dominer le marché européen, de Paris à Milan. » Sa voix, mielleuse mais calculatrice, trahissait une ambition qui semblait consumer l'air autour de lui. Il parlait de synergie, de parts de marché, mais ses pensées déviaient vers le pouvoir brut que cette union lui offrirait. Devenir le gendre d'Yves Beaumont, c'était s'asseoir à la table des rois, là où les décisions redessinaient les contours de Paris. Yves, les mains croisées, écoutait avec une immobilité presque inquiétante. Son regard perçant, comme taillé dans l'acier, semblait sonder les intentions de Cédric. Un sourire énigmatique effleura ses lèvres. « Une union, dites-vous » murmura-t-il, sa voix grave résonnant comme un écho dans la pièce. « Intéressant. » Il ne refusa pas, mais il n'accepta pas non plus, laissant un vide que Cédric, dans son arrogance, interpréta comme une victoire. « Votre fille, Assa, poursuivit Cédric, se penchant légèrement en avant, serait la clé d'une collaboration historique. Nos ressources combinées pourraient faire de Groupe Beaumont une légende mondiale. » Yves le prit une gorgée de son espresso, le regard toujours fixé sur Cédric. « Vous parlez comme un homme qui a déjà tout planifié, » répondit-il, un léger amusement dans la voix. « Mais les alliances, monsieur Vasseur, ne se construisent pas sur des calculs seuls. Paris est une ville de passion, pas seulement de contrats. » Ces mots, prononcés avec une douceur trompeuse, firent vaciller l'assurance de Cédric, mais il se ressaisit rapidement. Il n'était pas homme à se laisser déstabiliser par des sous-entendus. Il avait gravi les échelons de la finance parisienne à force de ruse et de détermination, et Yves de Beaumont, aussi intimidant soit-il, n'était qu'un obstacle à surmonter. Un serveur discret entra, renouvelant le plateau de macarons, et Yves changea de sujet avec une l'aisance déconcertante. « Rejoignez-moi pour un dîner au sommet de Paris la semaine prochaine, » dit-il, se levant pour signaler la fin de l'entretien. « Nous discuterons de votre proposition. » Cédric, sentant une ouverture, acquiesça avec empressement. « Ce sera un honneur, monsieur Beaumont. » Il serra la main d'Yves, notant la fermeté de sa poigne, comme un avertissement silencieux. En quittant le bureau, Cédric traversa le hall de marbre, ses pas résonnant sous les plafonds ornés de fresques. Dehors, la nuit parisienne l'enveloppa, les quais de la Seine scintillant sous les réverbères. Dans son taxi, il murmura pour lui-même « Bientôt, Paris sera à mes pieds. »
Mais un doute fugace traversa son esprit, comme une ombre sur l'eau. Pourquoi Yves n'avait-il pas donné une réponse claire? Était-ce un jeu, une épreuve? Cédric chassa cette pensée, se concentrant sur la vision de son avenir. Des manchettes dans le Figaro, des contrats à Milan, et l'Empire Beaumont à ses côtés. Il ne connaissait pas Assa, mais peu importait. Elle n'était qu'une pièce dans son échiquier, un moyen d'atteindre le sommet. La ville, avec ses ponts illuminés et ses boulevards animés, semblait murmurer un secret qu'il ne pouvait entendre. Dans un café de Saint-Germain, où il s'arrêta pour un verre de cognac, il griffonna des chiffres sur une serviette, calculant la valeur de l'empire qu'il convoitait. Chaque gorgée renforçait sa certitude. Il était à 2 doigts de tout obtenir. Pourtant, au loin, les cloches de Notre-Dame résonnaient sans, comme un avertissement voilé. Cédric, absorbé par ses rêves de grandeur, ne les entendit pas. Il ne savait pas que le dîner au sommet de Paris, qu'il voyait comme une étape vers sa victoire, serait le début de sa chute. Paris, cette ville de lumière et de trahison, gardait ses cartes près du cœur, et Cédric, dans son arrogance, venait d'entrer dans un jeu dont il ignorait les règles. Le taxi d'Assa Konaté filait le long des Champs-Élysées, les vitrines des boutiques de luxe scintillant sous les réverbères comme des bijoux dans la nuit parisienne. L'odeur de l'asphalte humide, mêlée à celle des marrons grillés vendus au coin de la rue, emplissait l'air. Assa, assise à l'arrière, regardait défiler la ville, ses pensées de tournoyant comme les feuilles d'automne sur les trottoirs. Elle venait de rentrer à Paris, après des années à Sciences Po, où elle avait aiguisé son esprit dans les salles de cours et les débats sur la justice sociale. Mais ce n'était pas assez. Pour comprendre l'empire de son père, Yves de Beaumont, elle devait en saisir le pouls, là où les décisions de bureau rencontraient la réalité du terrain. Elle avait un plan, audacieux et risqué. Travailler incognito au sommet de Paris, le joyau de la couronne de groupe Beaumont. Quelques jours après son retour, dans un bistrot discret près du pont Alexandre III, Assa faisait face à Yves. Les reflets dorés du pont se mêlaient à la lumière tamisée du café, où l'arôme du café noir et des croissants chauds flottait. Assa, son chignon bas soigneusement ajusté, posa ses mains sur la table, en bois patiné. « Papa, je veux travailler au sommet de Paris, » dit-elle, sa voix ferme, mais teintée d'une passion contenue. « Pas comme ta fille, ni comme une héritière, comme une serveuse, anonyme. » Yves, un verre de vin rouge à la main, haussa un sourcil, un sourire amusé, effleurant ses lèvres. « Te salir les mains, toi, avec ton diplôme de droit ?» répondit-il, sa voix grave résonnant comme un défi. Assa ne se laissa pas intimider. « Je veux voir ce que personne ne montre à une Beaumont, » répliqua-t-elle. « Les employés qui font tourner tes restaurants, les clients qui dépensent des fortunes, les tensions que les rapports ne mentionnent jamais. Si je dois un jour diriger, je dois comprendre. » Elle parlait avec une conviction qui rappelait les débats enfiévrés de ses années universitaires, où elle défendait l'égalité face à des camarades issus de l'élite parisienne. Yves de l'observa longuement, son regard passant de l'amusement à une fierté silencieuse. « Très bien, » dit-il enfin, posant son verre. « Mais si tu fais cela, tu seras seul, pas de traitement de faveur. » Assa acquiesça, un éclat de détermination dans les yeux. « C'est exactement ce que je veux. » Quelques jours plus tard, Assa se tenait dans l'arrière-salle du sommet de Paris, entourée du vacarme des cuisines. L'odeur du beurre fondu et des herbes fraîches emplissait l'espace, tandis que les cuisiniers s'affairaient autour de plats de homard et de foie de gras. Elle enfila l'uniforme noir du restaurant, ajustant son tablier avec soin, son chignon bas impeccable reflétant sa discipline. Une collègue, Marie, une femme vive aux cheveux courts, lui glissa un conseil en nouant son propre tablier. « Méfie-toi des clients du salon VIP, ils se croient propriétaires du monde. » Assa sourit,
un mélange de nervosité et d'excitation montant en elle. Elle n'était plus Assa Konaté, l'héritière, mais une serveuse parmi d'autres, prête à plonger dans un monde qu'elle ne connaissait qu'à travers les chiffres et les rapports. En traversant la salle principale, elle observa les lustres en cristal, les tables dressées de nappes blanches et les clients en costume et robes de couturier, discutant à voix basse. Le piano jouait une mélodie de Satie, douce mais teintée de mélancolie. Assa porta un plateau de verre à une table, ses gestes précis malgré les battements rapides de son cœur. Alors qu'elle servait un couple, elle surprit une conversation à une table voisine. Groupe Beaumont envisage une expansion à Londres. Yves est un génie. Le nom de son père, prononcé avec une admiration mêlée d'envie, la fit s'arrêter une fraction de seconde. Qui parlait si librement de son empire? Elle se tourna légèrement, notant l'homme qui parlait, un client en costume sombre, mais elle ne pouvait voir son visage. Le service continua, rythmé par le cliquetis des couverts et les éclats de rire, étouffés. À la fin de son service, Assa s'arrêta près d'une fenêtre donnant sur la Seine, où les reflets des bateaux-mouches dansaient vannés sur l'eau. Elle repensa à la conversation entendue, un pressentiment prenant racine. Quelqu'un, quelque part, tramait quelque chose autour de son père, et elle était déterminée à découvrir quoi. Paris, avec ses secrets enfouis sous ses lumières éclatantes, semblait l'observer. Le dîner dont Yves t'y avait parlé à Cédric, cet investisseur qu'elle n'avait pas encore rencontré, approchait, et sans le savoir, Assa venait d'entrer dans le même jeu que Cédric, un jeu où les masques tomberaient bientôt. La salle du sommet de Paris bourdonnait d'une énergie fébrile, les notes délicates d'un piano jouant du Debussy flottant au-dessus des conversations feutrées. Les lustres en cristal projetaient des éclats dorés sur les nappes lisses blanches, où des plats de homard thermidor et de coq au vin exhalaient des parfums envoûtants. Assa Konaté, une semaine après ses débuts comme serveuse incognito, naviguait entre les tables avec une aisance croissante, son chignon bas impeccablement ajusté sous la lumière tamisée. Le pressentiment qui l'avait saisie lors de son premier service, lorsqu'elle avait entendu le nom de son père murmuré par un client, persistait comme une ombre dans son esprit. Ce soir-là, alors qu'elle disposait des verres à vin sur une table, un brouhaha à l'entrée attira son attention. Cédric Vasseur entra, accompagné d'un associé au costume gris, leur présence imposante faisant tourner les têtes. Cédric, le regard perçant, balaya la salle avec une assurance arrogante, comme s'il en était le maître. Il s'installa dans le salon VIP, une alcôve ornée de rideaux en velours, et claqua des doigts pour appeler le service. « Ce Bourgogne est tiède », lança-t-il à un serveur avant même de consulter la carte, sa voix tranchante résonnant dans l'espace. Assa, assigné à leur table par le manager Philippe, approcha avec un plateau de carafes teuf d'eau, ses gestes précis masquant l'irritation qui montait en elle. Elle posa la carafe avec une grâce professionnelle, observant Cédric du coin de l'œil. Ses manières, empreintes d'une supériorité ostentatoire, lui rappelaient les élites parisiennes qu'elle avait côtoyées à Sciences Po, toujours promptes à juger ceux qu'ils estimaient inférieurs. « Apportez-moi un Château Margaux, 2015, » ordonna Cédric à Assa, sans la regarder, ses doigts tambourinant sur la table. Elle acquiesça calmement, mais lorsqu'elle revint avec la bouteille, elle surprit une conversation entre Cédric et son associé, Laurent. « Yves Dumbe-Beaumont me verra bientôt comme son gendre, » fanfaronna Cédric, un sourire narquois aux lèvres. « Son empire est à portée de main. Une fois l'alliance conclue, je contrôlerai tout, des restaurants aux hôtels. » Laurent, un verre à la main, sembla hésiter. « Et sa fille? Tu ne l'as jamais rencontrée. » Cédric haussa les épaules, son ton dégoulinant de mépris. « Peu importe qui elle est cesse la clé.
rien de plus. Assa, immobile près de la table, sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de choc et de colère. Ses mains serrèrent le bord du plateau, mais elle garda une expression impassible, fruit de ses années à maîtriser ses émotions dans les débats universitaires. Elle servit le vin, chaque mouvement calculé, mais les mots de Cédric résonnaient dans son esprit comme un affront personnel. Qui était cet homme, si sûr de manipuler son père et de la réduire à un simple pion? Elle nota mentalement chaque détail de son attitude. La façon dont il rejetait un plat de riz de veau comme médiocre, son claquement de doigts, impatient, son regard qui évitait les serveurs comme s'il n'existait pas. Lorsque Cédric confondit un plat, demandant un dessert alors que l'entrée n'était pas encore servie, Assa corrigea poliment. « Monsieur, le soufflé est servi après le plat principal. Puis-je vous apporter autre chose ?» Cédric la fusilla du regard, son irritation palpable. « Occupez-vous de votre travail, » marmonna-t-il à Laurent, assez fort pour qu'Assa l'entende. Ces serveuses manquent cruellement de classe. Laurent, mal à l'aise, esquissa un sourire forcé, mais Assa, imperturbable en apparence, retourna vers les cuisines, son cœur battant à tout rompre. Elle murmura à Marie, sa collègue, en rangeant un plateau. « Cet homme est insupportable. » Marie haussa les épaules. « Bienvenue dans le monde des VIP. » À la fin de son service, Assa s'arrêta près d'une fenêtre donnant sur la Seine, où les reflets des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire. Les paroles de Cédric tournaient en boucle dans son esprit. Elle esselait la clé, rien de plus. Une détermination nouvelle s'ancra en elle. Cet homme, quel qu'il soit, sous-estimait non seulement son père, mais aussi la femme qu'il pensait pouvoir manipuler. Paris, avec ses ponts illuminés et ses secrets enfouis, semblait l'observer, complice de son indignation. Le dîner dont son père avait parlé, celui où Cédric serait présent, approchait. Assa ignorait encore que cet homme arrogant était celui qui prétendait l'épouser, mais une chose était certaine, elle ne se laisserait pas réduire à un pion. Alors qu'elle quittait le restaurant, les cloches d'une église lointaine sonnèrent, comme un écho de la tempête à venir. Les lustres du sommet de Paris scintillaient comme des étoiles captives, leurs reflets dansant sur les verres en cristal et les couverts d'argent. L'alcôve VIP, drapée de rideaux en velours rouge, vibrait d'une tension sourde. Assa Konaté, son chignon bas impeccablement ajusté, servait une carafe d'eau à la table de Cédric Vasseur et de son associé, Laurent, ses gestes précis masquant la tempête qui grondait en elle. Les paroles de Cédric, entendues de la veille, elle y lit la clé, rien de plus, résonnaient encore dans son esprit, chaque mot comme une aiguille plantée dans sa fierté. Elle avait passé la nuit à ressasser cette conversation, son indignation se muant en une détermination froide. Cet homme, qui qu'il soit, ne connaissait ni son père, ni la femme qu'il prétendait manipuler. Cédric, penché vers Laurent, poursuivait son discours avec une assurance arrogante, un verre de Château Margaux à la main. L'odeur du vin, riche et à épicé, se mêlait à celle du bœuf bourguignon servi à une table voisine. « Une fois l'alliance avec Beaumont conclue, dit-il, sa voix basse mais vibrante d'excitation, je contrôlerai non seulement les restaurants, mais aussi les hôtels à Londres et Dubaï. » Laurent, le regard hésitant, reposa son verre. « Et sa fille, tu ne sais rien d'elle, pourquoi l'épouser si ce n'était qu'un contrat ?» Cédric ricana, un sourire narquoyitessa étirant ses lèvres. « Ce n'est pas l'amour que je cherche, c'est l'empire. Elle est un moyen, rien de plus. Un prix à payer pour accéder au sommet. » Assa, immobile près de la table, sentit une vague de choc la traverser, comme si l'air s'était figé. Ces années à Sciences Po, où elle avait appris à décrypter les intentions derrière les mots, ne l'avaient pas préparée à une telle brutalité. Ses mains, tenant la carafe, tremblèrent légèrement, et quelques gouttes d'eau
éclaboussèrent la manche du costume hors de prix de Cédric. Le silence s'abattit sur l'alcôve, aussi soudain qu'un coup de tonnerre. Cédric bondit sur ses pieds, son visage empourpré de colère. « Incompétente !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans la salle, attirant les regards des clients. « Vous êtes incapable de faire correctement votre travail. Vous êtes viré. Dites à votre patron de vous remplacer immédiatement. » Les clients des tables voisines tournèrent la tête, certains murmurant, d'autres prenant discrètement leur téléphone pour filmer. Le manager, Philippe, accourut, son visage blême sous la pression. « Monsieur Vasseur, je vous assure, nous allons régler cela, » balbutia-t-il, jetant un regard désemparé à Assa. Mais Cédric, implacable, pointa un doigt accusateur vers elle. « Cette serveuse est une honte pour un établissement comme celui-ci. Je ne tolère pas ce genre d'amateurisme dans un restaurant de ce standing. » Chaque mot était une lame, taillée pour humilier, et l'alcôve semblait rétrécir sous le poids de son mépris. Assa, droite malgré l'affront, sentit une chaleur brûlante monter dans sa poitrine. Ces années de débat, où elle avait appris à garder son calme face aux provocations, l'aidèrent à rester impassible. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Elle fixa Cédric, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois, un mélange de défi et de douleur contenu dans son regard. « Je suis désolée pour votre manche, monsieur, » dit-elle, sa voix calme mais ferme, chaque mot soigneusement pesé. Ce n'était pas intentionnel. Cédric, loin d'être apaisé, ricana. « Des excuses ne suffisent pas, n'est-ce pas? Dégagez d'ici !» Philippe, pris entre deux feux, tenta de temporiser. « Monsieur, permettez-moi de… » Mais il fut interrompu par un bruit de pas assuré à l'entrée de l'alcôve. Les rideaux en velours s'écartèrent légèrement, et une voix grave, presque solennelle, trancha l'air comme un couperet. « Y a-t-il un problème ici ?» Les deux têtes se tournèrent, le silence s'épaississant. Assa, toujours immobile, sentit son cœur s'accélérer. Elle reconnut cette voix avant même de voir son père, Yves de Beaumont, entrer dans la lumière des lustres. Les murmures des clients s'éteignirent, remplacés par une tension palpable, comme si la salle entière savait qu'un renversement était imminent. Cédric, déstabilisé par l'arrivée soudaine, se tourna vers l'entrée, son arrogance vacillant pour la première fois. Assa, son chignon bas intact comme un symbole de sa dignité, posa la carafe sur la table avec une lenteur délibérée. Elle ne savait pas encore qui était Cédric pour son père, mais une chose était certaine. Cet homme venait de commettre une erreur qu'il regretterait bientôt. Paris, avec ses secrets tapis dans l'ombre, semblait retenir son souffle, prêt à dévoiler la vérité. Le silence qui s'abattit sur l'alcôve VIP du sommet de Paris était si lourd qu'il semblait étouffer le cliquetis des couverts et le murmure des conversations. Les lustres en cristal, suspendus comme des constellations figées, projetaient une lumière froide sur la scène. La voix grave d'Yves Beaumont, « Y a-t-il un problème ici ?» avait résonné comme un glas, figeant chaque regard dans la salle. Cédric Vasseur, encore rouge de colère après avoir publiquement humilié Assa Konaté, se tourna vers de l'entrée, son arrogance vacillant comme une flamme sous le vent. Assa, immobile près de la table, la carafe toujours posée, avec une précision calculée, sentit son cœur battre à tout rompre. Elle reconnut l'intonation de son père avant même de voir sa silhouette se dessiner à travers les rideaux en velours. Yves entra, son manteau en cachemire noir flottant légèrement derrière lui, une présence imposante qui semblait commander la pièce sans effort. Les serveurs, habitués à sa discrétion lors de ses rares visites, s'écartèrent instinctivement, certains baissant les yeux par respect. Les clients, sentant un changement dans l'atmosphère, cessèrent de leur conversation, leur téléphone à peine dissimulé, captant l'attention. Cédric, déstabilisé, mais rapide à se ressaisir, afficha un sourire forcé,
et s'avança. « Monsieur Beaumont, quel honneur !» dit-il, sa voix mielleuse masquant mal sa nervosité. « Juste un incident mineur avec une employée incompétente. Rien qui ne mérite votre attention. » Yves, sans un regard pour Cédric, s'approcha d'Assa. Ses pas résonnaient miadi sur le parquet poli, chaque mouvement empreint d'une autorité naturelle. Il s'arrêta devant elle, ses yeux scrutant son visage avec une douceur inattendue. D'un geste tendre, il ajusta le tablier noir d'Assa, son chignon bas, toujours impeccable sous la lumière tamisée. « Cet homme t'a fait du mal, ma chère ?» demanda-t-il, sa voix basse mais vibrante, un mélange de sollicitude et de menace contenue. Assa, droite malgré l'humiliation qu'elle venait de subir, secoua la tête, ses lèvres serrées. « Ce n'était qu'un accident, » murmura-t-elle, son ton ferme masquant la tempête intérieure. Mais ses yeux, rencontrant ceux de son père, brillaient d'une colère retenue, celle d'une femme qui refusait d'être réduite à un pion. Le silence dans l'alcôve devint presque insupportable, ponctué seulement par le souffle retenu des clients. Laurent, l'associé de Cédric, remua nerveusement sur sa chaise, son verre de Château Margaux oublié. Cédric, sentant le regard d'Yves se poser enfin sur lui, tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur Beaumont, je vous assure, cette serveuse a renversé de l'eau sur moi. Une faute impardonnable dans un établissement de ce rang. » Il désigna Assa d'un geste dédaigneux, comme si elle n'était qu'un détail insignifiant. Mais Yves, immobile, le fixa avec une intensité qui semblait percer son âme. « Une faute, dites-vous » répondit-il, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Vous parlez de faute, monsieur Vasseur, mais je vois un homme qui vient d'insulter bien plus qu'une employée. » Un murmure parcourut la salle, comme une vaguelette sur la Seine. Les clients, désormais captivés, échangeaient des regards, certains chuchotant à voix basse. Philippe, le manager, se tenait en retrait, ses mains tremblantes trahissant son anxiété. Assa, toujours debout, sentit un mélange de fierté et de tension monter en elle. Elle avait choisi de travailler incognito pour comprendre le monde de son père, mais jamais elle n'avait imaginé être au centre d'une telle scène. Les paroles de Cédric, entendues de la veille, « Elle est un moyen, rien de plus », résonnaient encore, alimentant sa détermination. Elle ne savait pas encore qui il était pour son père, mais son instinct, affûté par des années de débats à Sciences Po, lui soufflait qu'il jouait un jeu dangereux. Yves, sans élever la voix, poursuivit, chaque mot pesé comme une sentence. « Vous semblez très sûr de vous, monsieur Vasseur, pour juger ceux qui servent. » Il fit un pas vers Cédric, qui recula légèrement, son assurance s'effritant. « Mais savez-vous à qui vous venez de vous adresser ?» La question, prononcée avec une calme menace, sembla suspendre le temps. Cédric, pâle, ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Laurent, mal à l'aise, murmura quelque chose d'inaudible, son regard passant de Cédric à Yves. Les lustres semblaient trembler sous la tension, et les clients, désormais silencieux, attendaient vomi la révélation qui planait dans l'air. Assa, immobile, sentit le regard de son père sur elle, un mélange de protection et d'attente. Elle comprit qu'il lui laissait le choix, parler ou rester dans l'ombre. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Yves se tourna à nouveau vers Cédric, son expression passant de la bienveillance à une froideur implacable. « Vous avez fait une grave erreur, » dit-il, sa voix résonnant comme un verdict, « et vous allez bientôt découvrir à quel point. » Paris, avec ses lumières scintillant au loin, semblait retenir son souffle, prêt à dévoiler le secret qui ferait basculer le destin de Cédric. La tension dans l'alcôve VIP du sommet de Paris était si palpable qu'elle semblait suspendre le temps, comme si les lustres en cristal eux-mêmes retenaient sonner leur éclat. Les mots d'Yves Beaumont, « Vous avez fait une grave erreur », planaient dans l'air,
lourd de menaces, tandis que son regard perçant clouait Cédric Vasseur sur place. Cédric, blême, ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, son arrogance habituelle réduite à un murmure étouffé. Assa Konaté, debout près de la table, son chignon bas intact comme un symbole de sa dignité, observait la scène avec une intensité contenue. Les clients, figés, avaient abandonné leurs fourchettes, certains tenant discrètement leur téléphone, capturant l'instant où le vent semblait tourner. Cédric, tentant de reprendre pied, balbutia « Votre fille ?» Sa voix, d'ordinaire si assurée, tremblait sous le poids de la révélation imminente. Yves, immobile, le fixa avec une froideur qui semblait taillée dans le marbre des immeubles haussmanniens. « Oui, monsieur Vasseur, » répondit-il, sa voix basse mais d'une clarté tranchante. « Vous avez insulté Assa Konaté, ma fille, et non une simple serveuse. Vous avez révélé votre vrai visage, celui d'un homme qui méprise ceux qu'il juge inférieurs. » Chaque mot, prononcé avec une précision implacable, résonnait comme un verdict dans la salle silencieuse. Les clients échangèrent des regards, certains murmurant à voix basse, tandis que les serveurs, en retrait, observaient avec une fascination mêlée de crainte. Assa, toujours droite, sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de fierté et de colère. Elle avait choisi de travailler incognito pour comprendre le monde de son père, mais jamais elle n'avait imaginé être au centre d'une telle confrontation. Les paroles de Cédric, entendues dans la veille, « Elle est un moyen, rien de plus », brûlaient encore dans son esprit, alimentant sa résolution. Elle croisa le regard de son père, un échange silencieux où elle lut à la fois sa protection et son invitation à prendre la parole. Mais elle choisit le silence, laissant Yves mener la charge, consciente que ce moment n'était pas seulement le sien, mais celui de tous ceux que Cédric avait rabaissés. Yves Lode se tourna vers Laurent, l'associé de Cédric, qui s'agitait nerveusement sur sa chaise, son verre de Château Margaux oublié. « Monsieur Laurent, » dit Yves, son ton aussi courtois que glacial, « j'espère que vous choisirez mieux vos partenaires à l'avenir. Un homme qui insulte une employée pour une goutte d'eau n'a pas sa place dans les affaires de groupe Beaumont. » Laurent, mal à l'aise, baissa les yeux, marmonnant une vague excuse. Cédric, sentant le sol se dérober, tenta une dernière défense. « Monsieur Beaumont, c'est un malentendu. Je ne savais pas. » Mais Yves leva une main, coupant court à ses protestations. « Un malentendu ?» répéta Yves, sa voix vibrant d'une ironie cinglante. « Non, monsieur Vasseur, vous avez montré exactement qui vous êtes. » Il se tourna vers la salle, sa présence imposante captant chaque regard. « Notre collaboration s'arrête ici, » déclara-t-il, sa voix emplissant l'alcôve comme un décret. « Quittez mon restaurant. Maintenant. » Les mots, dits sans hausser le ton, portaient une autorité qui fit frissonner l'assemblée. Les clients, désormais captivés, chuchotaient avec excitation, certains filmant la scène, leurs écrans capturant l'humiliation publique de Cédric. Cédric, le visage livide, chercha une issue, mais les regards accusateurs des clients et des serveurs formaient une cage invisible. Laurent, se levant précipitamment, murmura « nous devrions partir. » Cédric, les mâchoires serrées, attrapa son manteau et se dirigea vers la sortie, chaque pas résonnant comme une capitulation. Assa, immobile, observa sa retraite, son chignon bas toujours impeccable, un symbole de sa résilience face à l'affront. Les portes vitrécies du restaurant se refermèrent derrière Cédric avec un claquement sec, comme un point final à sa chute. Un murmure collectif envahit la salle, une vague de soulagement mêlée de triomphe. Philippe, le manager, s'approcha d'Yves, balbutiant des excuses, mais Yves l'interrompit d'un geste. « Assa, » dit-il doucement, se tournant vers sa fille, « veux-tu continuer ton service ?» Assa,
un léger sourire aux lèvres, secoua la tête. « Je pense que j'ai assez appris pour ce soir, » répondit-elle, sa voix calme mais teintée d'une assurance nouvelle. Les clients, reprenant leur conversation, ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards vers elle, intrigués par cette serveuse qui venait de renverser l'ordre des choses. Dehors, les lumières de Paris scintillaient, indifférentes à la tempête qui venait d'éclater. Assa, en suivant son père vers la sortie, sentit une détermination s'ancrer en elle. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un message. Ceux qui sous-estimaient les autres, à Paris ou ailleurs, finissaient de toujours par payer. Le dîner, celui que Cédric avait vu comme une étape vers son triomphe, s'était transformé en son Waterloo. Et Assa, en silence, savait que ce n'était que le début. Les portes vitrées d'hommes du sommet de Paris s'étaient refermées derrière Cédric Vasseur avec un claquement sec, comme un couperet tombant sur ses ambitions. La nuit parisienne, avec ses réverbères scintillant le long de la Seine, semblait indifférente à la tempête qui venait d'éclater dans l'alcôve VIP. Pourtant, dans les jours qui suivirent, l'humiliation publique de Cédric, orchestrée par Yves de Beaumont, se propagea comme une traînée de poudre dans les cercles financiers de la capitale. Un article cinglant dans le Figaro titrait « L'investisseur Vasseur est conduit par Yves de Beaumont. Une chute spectaculaire ». Sur les réseaux sociaux, des extraits de vidéos de la confrontation circulaient, chaque visionnage amplifiant la déchéance de celui qui, hier encore, se voyait maître de Paris. Cédric, retranché dans son bureau du 16e arrondissement, contemplait la Seine à travers une baie vitrée, ses eaux noires reflétant les lumières tremblantes des bateaux-mouches. L'odeur d'un cognac éventé flottait dans l'air, une bouteille à moitié vide trônant sur son bureau, encombrée de dossiers désormais inutiles. Il avait passé la nuit à relire les messages paniqués de ses associés, chacun plus accablant que le précédent. « Nous nous retirons, Cédric », avait déclaré un investisseur clé au téléphone, sa voix dénuée de chaleur. « Après ce fiasco, personne ne veut être associé à ton nom. » Un autre partenaire, basé à Londres, avait annulé un contrat pour un hôtel de luxe, citant un manque de confiance. Chaque appel, chaque email, était une pierre de plus dans l'édifice croulant de son empire. Quelques semaines plus tôt, dans un café animé de Saint-Germain-des-Prés, Cédric avait griffonné ses plans sur une serviette en papier, imaginant une ascension fulgurante grâce à l'alliance avec Yves Beaumont. Il s'était vu en couverture de Challenge, célébré comme le nouveau titan de la finance parisienne. Ce souvenir, autrefois vibrant d'espoir, lui semblait maintenant une moquerie cruelle. Il repensa à ce dîner au sommet de Paris, où il avait cru poser la première pierre de son triomphe. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Les mots d'Yves, « Vous avez révélé votre vrai visage » résonnaient dans son esprit, chaque syllabe comme un écho de sa propre arrogance. Il ouvrit un tiroir, révélant un carnet où il avait noté ses stratégies pour séduire Yves, des promesses d'expansion, des calculs sur les parts de marché et, au centre, l'idée d'épouser Assa Konaté, une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Un moyen, rien de plus, avait-il dit à Laurent, son associé, sans imaginer qu'elle se tenait à quelques cents pas, une carafe à la main. Maintenant, ce plan, qu'il avait cru infaillible, n'était plus qu'un tas de cendres. Il referma le carnet d'un geste brusque, le jetant sur le bureau. Les lumières de Paris, visibles à travers la vitre, semblaient se moquer de lui, scintillant avec une indifférence froide. Un message sur son téléphone attira son attention. Une notification de Les Échos, annonçant que Groupe Beaumont avait signé un nouveau partenariat avec un fonds d'investissement suisse, coupant officiellement tout lien avec lui. Cédric sentit une nausée monter. Il tenta de rappeler Laurent, mais la ligne sonna dans le vide. Son associé, celui qui avait partagé ses rêves de grandeur dans l'alcôve VIP, l'avait abandonné sans un mot.
Les murs de son bureau, autrefois symbole de sa réussite, semblaient se refermer sur lui, oppressant comme une cage. Il se leva, traversant la pièce pour ouvrir une fenêtre. L'air frais de la nuit parisienne, chargé de l'odeur humide de la Seine, lui fouetta le visage. Il repensa à Assa, à son regard défiant lorsqu'il l'avait humilié. Il n'avait vu en elle qu'une serveuse, un obstacle insignifiant, mais ce regard, calme, inébranlable, le hantait maintenant. Qui était-elle vraiment? Une héritière, oui, mais plus que cela. Une femme qui avait su, en un instant, renverser son monde. Il murmura pour lui-même « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» Mais Paris, avec ses ponts illuminés et ses clochers lointains, ne lui offrit aucune réponse. Alors que les premières lueurs de l'aube tintaient le ciel, Cédric s'assit, épuisé, face à son bureau vide. Les contrats, les alliances, les rêves qu'il avait tissés avec soin s'étaient effondrés en une seule soirée. Il pensa au dîner où tout avait basculé, à la voix d'Yves, à la dignité d'Assa. Il avait voulu conquérir Paris, mais la ville, impitoyable, l'avait rejeté. Et quelque part, dans un autre coin de cette métropole scintillante, Assa Konaté avançait, libre de ses chaînes, prêt à redéfinir l'empire qu'il avait cru pouvoir voler. Un mois après la tempête qui avait secoué le sommet de Paris, la salle de réunion de Groupe Beaumont, perchée au sommet d'un immeuble donnant sur les toits de zinc de la capitale, vibrait d'une énergie nouvelle. Les rayons le rayon du soleil matinal, filtrés par les grandes baies, vitrées, dansaient sur les murs ornés de boiseries, tandis que l'odeur d'un café fraîchement préparé emplissait l'air. Assa Konaté, debout à l'extrémité d'une table en acajou, présidait une réunion du conseil d'administration, son tailleur bleu marine, épousant ses mouvements avec une élégance sobre. Son chignon bas, toujours impeccable, semblait désormais un symbole d'autorité, une couronne invisible forgée par sa propre résilience. Les membres du conseil, des hommes et des femmes, aux costumes impeccables, l'écoutaient avec une attention rare. Assa, un pointeur laser à la main, présentait un plan audacieux pour réformer les restaurants de Groupe Beaumont. « Nos employés sont le cœur de notre empire », déclara-t-elle, sa voix claire et assurée, résonnant dans la salle. « J'ai vu, de mes propres yeux, ce que signifie travailler au service des autres. Nous devons investir dans ceux qui font tourner nos établissements. Meilleures de conditions, formation, respect. C'est ainsi que nous construirons un avenir durable. » Elle projetait des graphiques sur un écran, ces données tirées non seulement des rapports financiers, mais aussi de son expérience incognito au sommet de Paris, où elle avait ressenti le poids des attentes et l'injustice des jugements hâtifs. Yves de Beaumont, assis au bout de la table, observait sa fille en silence, un léger sourire de fierté éclairant son visage. Il n'intervenait pas, laissant Assa mener la discussion, mais son regard parlait pour lui. Elle n'était plus seulement son héritière, mais une leader à part entière. Les membres du conseil, d'abord sceptiques face à cette jeune femme qui osait bousculer les traditions, acquiesçaient maintenant, impressionnés par la clarté de sa vision. L'un d'eux, un homme d'affaires chevronné, posa une question sur les coûts, et Assa répondit avec une aisance forgée dans les salles de débat de Sciences Po, mêlant rigueur analytique et passion sincère. « Les coûts initiaux seront élevés, » admit-elle, « mais un personnel valorisé attire des clients fidèles. Paris ne pardonne pas la médiocrité. » La réunion se conclut par un vote unanime en faveur de son plan, une victoire qui résonna comme un écho de la soirée où Cédric Vasseur avait été chassé du sommet de Paris. Assa, en rangeant ses notes, repensa à cette nuit-là, à l'humiliation qu'elle avait endurée, à la voix de son père tranchant l'air comme une lame. Les mots de Cédric, « Elle est donne un moyen, rien de plus », avaient été un catalyseur, non pas pour sa chute, mais pour son ascension.
Elle avait choisi de transformer cette blessure en force, prouvant que sa valeur ne résidait pas dans son nom, mais dans son courage et sa vision. Plus tard, seul dans son bureau, Assa s'approcha d'une fenêtre donnant sur Notre-Dame, dont les tours se dressaient fièrement sous un ciel d'azur. Les cloches de la cathédrale sonnaient au loin, un chant grave qui semblait saluer son triomphe. Elle posa une main sur la vitre, sentant la fraîcheur du verre contre sa peau. Paris, avec ses boulevards animés et ses secrets enfouis, s'étendait à ses pieds. Elle repensa à son premier service au sommet de Paris, à l'odeur du pain frais, au regard dédaigneux des clients VIP. Elle avait voulu comprendre ce monde, et elle l'avait fait, non pas en tant qu'héritière, mais en tant que femme qui refusait d'être définie par les attentes des autres. Quelque part, dans un coin oublié de la ville, Cédric Vasseur pensait encore ses blessures, son empire réduit à néant par sa propre arrogance. Les des journaux financiers, de Les Échos à Challenge, avaient cessé de parler de lui, son nom désormais synonyme d'un avertissement. À Paris, l'ambition sans honneur mène à la ruine. Assa, elle, n'avait pas cherché la vengeance. Ce qu'elle voulait, c'était la justice, pour elle-même, pour les employés qu'elle avait côtoyés, pour tous ceux que des hommes comme Cédric avaient méprisés. Elle ferma les yeux, inspirant profondément. L'odeur du café, toujours présente, se mêlait à celle de la cire des meubles, un rappel du luxe discret de Groupe Beaumont. Mais ce n'était pas le luxe qui la définissait, c'était sa capacité à se relever, à transformer une humiliation en triomphe, à redessiner l'avenir d'un empire. « Paris m'a testé, murmura-t-elle, un sourire effleurant ses lèvres. Mais je l'ai conquis. La ville, scintillante sous le soleil, semblait acquiescer. Les cloches de Notre-Dame sonnèrent une dernière fois, comme un écho de sa victoire. Assa Konaté, jadis une serveuse incognito, était désormais une reine, non pas par héritage, mais par sa propre force. Et dans cette ville de lumière et de trahison, elle avait tracé sa propre légende. Et ainsi, Paris, avec ses lumières scintillantes et ses secrets bien gardés, a été le théâtre du triomphe d'Assa Konaté, une femme qui a transformé l'humiliation en pouvoir. Cette histoire, tissée dans les rues de la capitale, nous rappelle que la véritable force réside dans le courage de défendre ce qui est juste, même face à l'arrogance des puissants. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Auriez-vous tenu tête à un homme comme Cédric Vasseur, ou auriez-vous choisi le silence? Partagez vos réflexions, vos émotions, dans les commentaires. Votre voix compte. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous, de nous avoir accompagnés dans les méandres de cette ville envoûtante. À très bientôt pour une nouvelle histoire où Paris dévoilera encore ses mystères. Merci et au plaisir de vous retrouver.